sincèrement remercier l'inspecteur M. Séni Silla pour ses mots d'encouragement, mais surtout sur sa lecture de notre système d'enseignement supérieur et sur ses recommandations. J'ai vraiment pris note. Je voudrais le rassurer par rapport à l'arrimage avec les textes que nous faisons, parce que nous l'avons compris que pour une belle réforme, une réforme structurante et structurelle, il faut que cela soit bâti sur un socle qui ne change pas du jour au lendemain. Et pour nous, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il faut travailler sur le socle, sur le fondement même de notre système. Ça, c'est un acquis. De l'autre côté, la réforme suit son processus par rapport à la question de favoriser l'employabilité. L'autre côté, il l'a touché. C'est cet arrimage entre la formation pré-universitaire et universitaire supérieure. Alors, près de 50 à 55% des bacheliers ont un profil sciences sociales. De l'autre côté, nous avons une capacité d'accueil plus en sciences et techniques. Parce que, je vous ai cité tout à l'heure, vous avez 6 universités sur les 18 institutions d'enseignement supérieur. Les autres sont des instituts et des écoles supérieures spécialisées, donc techniques. Donc, vous comprendrez aisément que nous avons des problèmes. Mais dans notre préoccupation en tant que gestionnaire du système éducatif, nous avons la responsabilité de nous aligner aux objectifs du développement durable, ODD4, par rapport à l'éducation pour tous. Celui qui a eu le bac, qui veut faire l'université, il faut qu'on trouve de la place. Raison pour laquelle il l'a rappelé. Il le sait en tant qu'enseignant que la réforme d'un programme pour l'arrimer aux besoins du secteur prend du temps. Et cela, très heureusement, nous sommes au bout du processus. Je suis d'accord avec lui sur la question de loi d'orientation de l'éducation et de la formation. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il faut qu'il y ait cet ancrage-là du préuniversitaire au supérieur. Et l'année dernière, nous avons commencé ce travail de synergie sur les directives du chef de l'État qui a demandé une belle et une vraie synergie entre les différents départements du système éducatif. Nous avons fait l'analyse des rapports des 15 dernières années sur le système éducatif. Nous l'avons présenté au chef de l'État pour sortir les grandes recommandations au niveau des 3 départements sectoriels de l'éducation. Nous espérons que nous allons nous mettre aussi ensemble pour aller justement sur la révision de cette loi d'orientation de l'éducation et de la formation, parce que nous l'avons compris, au-delà de la loi sur les EPS, de la loi sur la politique nationale de la recherche et de l'innovation, c'est de pouvoir avoir cet ancrage central sur le système éducatif. Les mesures attractives pour les enseignants, nous l'avons compris. Et depuis le 30 mars 2023, nous avons travaillé sur certaines mesures incitatives que nous avons soumises aujourd'hui, qui est en cours de traitement, qui est intimement liée également à ce processus de l'étage du fichier de la fonction publique pour voir quelle est la charge par rapport à l'engagement de l'État pour les mesures en faveur de la carrière enseignante. C'est vraiment la revalorisation des primes d'assistants, de maîtres assistants, de maîtres de conférences, de professeurs titulaires dans nos institutions. L'autre côté qui concerne la formation au niveau de l'ISEG de Lambagny, c'est que pour la première fois ces dernières années, ce sont des bacheliers qui avaient 10 de moyenne qui partaient à l'ISEG. Cette année, nous avons changé cette tendance. Pour la rentrée 2023-2024, seuls ceux qui ont la moyenne, qui ont la mention, vont désormais à l'ISEG de Lambagny. Au moins 12 de moyenne, mention assez bien pour aller à l'ISEG de Lambagny. Parce que pour qualifier un système, il faut qualifier d'abord les enseignants de ce système. Donc, nous avons misé là-dessus. Je l'ai rappelé à l'entame de mes propos que nous avons aussi investi dans la formation des enseignants pour justement requalifier. Si nous sommes arrivés en 2021 avec près de 3033 enseignants, dont 80% de ces enseignants n'étaient pas détenteurs d'un doctorat, l'année dernière seulement, nous avons pu accompagner des enseignants, près d'une vingtaine d'enseignants ont soutenu. Cette année, certaines institutions qui n'avaient pas vu un enseignant soutenir, comme je vais taire les noms, vont avoir des enseignants, près de 10 enseignants soutenant leur thèse de doctorat. Donc cette tendance, nous sommes en train de le changer. L'accréditation, l'habilitation par la voie du CAMES. Nous sommes actuellement parmi les pays qui envoient
un peu plus d'enseignants vers l'agrégation ou vers le reclassement. Alors les écoles d'ingénieurs, après le Prytanée militaire, les classes en 2022, les classes préparatoires en 2023, 2024, nous nous attaquons à l'école polytechnique au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour la mise en place justement de notre école polytechnique civilo-militaire. Donc, ce sont les chantiers que nous avons actuellement et finir sur la question d'employabilité très rapidement. Au-delà de la réforme, nous avons anticipé également. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois mis en place par arrêté ministériel l'année dernière, le 31 décembre dernier, le statut national de l'étudiant entrepreneur. Désormais, un étudiant en milieu universitaire peut, à travers ce statut, être dans un espace à l'enceinte même de l'université, à travers les pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat, commencer à être créatif. Ils sont combien à avoir ce statut à date? Ça commence cette année. D'accord. Nous avons mis, comme vous le savez, pour aller à la guerre, il faut préparer sa monture. Toujours, c'est ce que nous commençons. Nous commençons par l'ancrage, c'est les textes. Après les textes, la mise en œuvre, ce sont les pôles de valorisation, ce sont des espaces de coworking, de créativité, les Fab Labs, de lieux d'alternance. Non, au-delà du statut, nous avons créé aussi une politique de stage et d'alternance. Et aujourd'hui, nous avons au sein du ministère près de 30 conventions signées entre les universités et les entreprises pour prendre les étudiants en stage et en alternance. Et cela a déjà commencé cette année. Nous avons fait des job dating au sein même du ministère, dans certaines institutions d'enseignement supérieur. Job dating pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, c'est... Bon, les rendez-vous d'emploi où vous venez tout de suite, les entreprises sont en face de vous, vous venez avec votre CV, ils vous entretiennent et à la fin de la journée... Si vous êtes convaincant. Si vous êtes convaincant... On vous recrute. Et vous êtes directement recruté et nous sommes notifiés sur les 100 étudiants que nous avons reçus aujourd'hui. Nous pouvons tout de suite prendre 10 et puis les prochains mois encore choisir d'autres. On revient vers vous, Madame la Ministre. On va prendre une question de part et d'autre parce qu'on arrive vers la fin de l'émission. Mamadou Alpha, Christian, tu n'as plus de questions? Non, si. Une question d'1 minute 30 chacun, on y va. Une question, moi, c'est par rapport au dortoir. Est-ce qu'on va vers une élimination, une réhabilitation? À l'AB, ça existe plus ou moins. Dans les autres universités, c'est quoi votre politique dans ce sens-là? Et vous avez parlé de cette révalorisation des programmes. C'est quoi notre modèle aujourd'hui? C'est quoi votre référence? Alors, je vais commencer par la dernière question. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2007, nous avons transité dans le système LMD, licence, master, doctorat. Pour l'instant, nous y sommes parce que justement, tous nos collaborateurs, nous appartenons à un espace justement où nous sommes tous dans ce système pour l'instant. Donc, nous maintenons le système et nous toilettons nos programmes pour vraiment répondre aux exigences du secteur pourvoyeur d'emploi. Sur la question des dortoirs, alors, il n'y a pas que l'AB. L'Institut de Farana a des dortoirs, l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh a des dortoirs, d'autres institutions en ont. Nous avons une politique aujourd'hui en termes de réforme, en termes de restructuration, de construction et de réhabilitation, le projet de construction des 4 universités régionales intégrées. Quand je vous parle d'intégrer, c'est vraiment des villes universitaires que nous voulons bâtir à travers ce projet des 4 universités aujourd'hui qui est devenu une priorité du chef de l'État parce que nous sommes en train de pousser les discussions pour que justement ça soit arrimé dans le cadre de l'accord sino-guinéen. 4 universités régionales avec des espaces pédagogiques, administratifs, mais également de vie de l'université. Ce sont les dortoirs, ce sont des espaces de loisirs, ce sont les terrains de sport, ce sont comment nous appelons cela, des complexes artistiques pour les institutions. Au-delà des dortoirs, il y aura également les résidences pour les enseignants pour que vraiment nous puissions avoir cette ville universitaire pour permettre l'attraction et l'attractivité de nos institutions. Merci. Alors, pour pallier à cela et qu'il y ait cet ancrage-là, l'année dernière, j'avais expressément incité toutes les institutions à vraiment travailler avec l'Institut des Arts Maurice Kanté lors du festival du Breka, où moi-même j'ai animé un panel sur l'identité culturelle de notre pays et la place de l'art et de la culture dans le système éducatif. Donc nous l'avons compris et au-delà de la question politique, il y a la question aussi d'accompagnement. Alors pour faire la promotion de l'art
et de la culture au-delà du sport en milieu universitaire, nous avons décidé, au-delà des 8 pilotes de pôle vie qui vont être institués, c'est que l'Institut du BRICA va avoir un pôle de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat.